Palestine, ça ne commence pas en 67. Et ça veut dire qu'il y a une dimension fondamentale du conflit, qui est la question des réfugiés, et qui est absolument incontournable, et dont on ne peut pas faire abstraction. C'est au centre de toute possibilité de règlement pacifique, politique, etc. du conflit. Il ne peut y en avoir qu'en incluant le règlement de la question des réfugiés, qui est une question qui peut être mise en droit international. Là-dessus, bon, je crois qu'il faut toujours être très clair. Ça commence en 67. La deuxième chose, bon, c'est que évidemment la situation créée en 67 a quelque chose de différent, dans le sens que précisément en 67 on n'a pas pu voir la répétition de ce qui a eu en 47, et que même Benny Morris, avec son virage à l'extrême droite, n'a pas hésité à qualifier d'épuration ethnique, ce qui s'est passé en 47, la Nakba, 47, 48, 49, voilà, sur cette période. Eh bien, c'est le 67, c'est la conquête du reste de la Palestine du mandat britannique par l'État d'Israël, mais sans pouvoir, sans réussir, si on peut dire, à répéter ce qui a eu lieu en 47, avec des habitants qui avaient compris la leçon de 47, 48, et qui se sont accrochés à leurs habitations, parce que ça savait précisément ce qui les attendait s'ils quittaient, c'est de ne plus pouvoir revenir. Parce que c'est ce qui s'est passé en 48. Les Palestiniens ont quitté, mais c'était provisoire. Ils ont pris les clés avec eux. Et en attendant, chez eux, et voilà que le nouvel État bloque les frontières, refuse le droit de retour des réfugiés, crée un autre droit de retour, entre guillemets, que vous connaissez, et puis, eh bien, rase des centaines de villages, d'habitations, etc., de Palestiniens, et les autres ont été conquis, pris. Alors, et ce résultat, le fait que 67 n'a pas vu la répétition de 47-48, explique que très vite, dès juillet 67, Yigal, qui était ministre du gouvernement de l'époque israélien, établit un plan qui est accepté par le gouvernement de contrôle définitif de la rive, de la Cisjordanie, par la création de colonies dans tous les endroits stratégiques, et notamment la vallée du Jourdain, n'est-ce pas? Et avec pour vision à moyen terme d'abandonner, d'évacuer les zones de peuplement palestinien, parce que Israël n'en voulait pas, et comme la population est restée, donc ils n'allaient pas prendre la population avec pour des raisons démographiques. Donc évacuer les zones de peuplement palestinien et contrôler le reste. C'est cette stratégie qui est mise en place dès le lendemain de juin 67 qui est à l'œuvre depuis lors. Et Oslo, c'est un moment décisif, crucial dans l'application de cette stratégie. Les accords d'Oslo, c'est quoi? C'est évacuation des zones peuplées, mais pas. C'est un redéploiement, le terme utilisé dans les accords d'Oslo, c'est un redéploiement de l'armée israélienne en Cisjordanie. Redéploiement et non pas évacuation, etc. L'évacuation, c'est uniquement les zones peuplées et puis un redéploiement des troupes. Et comme vous le savez, quand on fait le bilan d'Oslo, l'erreur, pour prendre un terme qui est à la limite un euphémisme, la grosse erreur d'Arafat dans le secteur des accords d'Oslo, en contournant les négociateurs de l'intérieur qui avaient posé comme condition sine qua non le gel des colonies, c'est d'avoir abandonné cette condition sine qua non. Le résultat, c'est qu'en quelques années après Oslo, Israël a doublé la population des colonies, a étendu considérablement la surface de ces colonies et a creusé un réseau, un maillage stratégique pour le contrôle à long terme de la région. Et c'est bon, c'est ce qui a explosé quelques années après. Mais en même temps, cette histoire de 67, c'est devenu le talon d'Achille de l'État d'Israël, parce que c'est en contradiction, c'est en conflit direct avec la légalité internationale, et c'est ce que vont permettre de dire tous ceux qui ont argumenté pour une action spécifique sur ce terrain-là, effectivement BDS, etc. C'est beaucoup
efficace quand ça s'adresse, quand ça exploite, comme on peut dire, le droit international, et on le voit maintenant avec les succès. Et dernier point, les succès de ces deux dernières années sont, à mon sens, surtout dus au soulèvement qui a commencé en 2011 et qui a effrayé, qui a montré aux pays occidentaux qu'il y a un potentiel d'explosion terrible et qu'il fallait faire quelque chose du côté israélien. Cela à un moment où le gouvernement israélien n'arrête pas sa dérive à l'extrême droite. Depuis quelques années, d'un gouvernement à l'autre, vous allez avoir, à chaque fois qu'il y a un nouveau gouvernement, le commentaire des médias, c'est le gouvernement le plus à droite de l'histoire d'Israël. Et alors, à chaque fois, le solidarité est encore le plus à droite. Ça n'arrête pas de glisser vers l'extrême droite. Et alors, évidemment, de ce point de vue-là, c'est un conflit avec ce qui reste. Disons, la coloration dominante des gouvernements occidentaux, y compris le gouvernement américain, l'administration Obama, c'est la différence avec l'administration précédente, avec un Netanyahou qui, de manière très ouverte, était pour les républicains, pour le candidat républicain dans la bataille électorale, et qui est en... Bon. Donc tout cela crée effectivement des conditions qui sont très favorables à cette action aujourd'hui, et je crois qu'il est fondamental de mettre le paquet aujourd'hui sur tout. La question palestinienne soulève des problèmes au niveau juridique, bien sûr, au niveau politique, mais ce qui est le plus flagrant, c'est la question du droit, de la légalité internationale. On est devant une situation où l'injustice est flagrante, où ce qu'on appelle la communauté internationale, entre guillemets, n'arrive pas à appliquer des principes ou des règles de droit là où elles le sont souvent appliquées, peut-être pas rapidement ailleurs, mais en Palestine ou sur la question palestinienne, ça dure depuis 1947-48. Donc, un des premiers actes d'injustice ou de non-respect de la légalité internationale, c'était la reconnaissance de l'État d'Israël, donc par les Nations Unies. Donc, nouvellement institué, donc les Nations Unies reconnaissent l'État d'Israël. L'autre question qui se pose, c'est que malgré toutes les tentatives de rappel à l'ordre, de rappel à la règle internationale, Israël ne se plie pas au droit international, ne se plie pas aux décisions prises par ce qu'on appelle la communauté internationale. Ça, c'est un élément particulièrement important. C'est ce que les Palestiniens, beaucoup de Palestiniens, et puis d'autres, appellent l'impunité des actes d'Israël vis-à-vis des Palestiniens. Et ça, avec le soutien des grandes puissances et même des institutions internationales telles que l'ONU. Ça, c'est très très important. Pour rappel, les dernières tentatives ou décisions juridiques qui ont essayé d'être mises en œuvre et qui ont été appliquées, le dernier en date, c'est le rapport Goldstone. Par exemple, je ne sais pas, vous vous rappelez, suite à l'intervention d'Israël à Gaza, donc ce rapport commandé par l'Assemblée générale des Nations Unies, ces conclusions n'ont pas été appliquées. Le deuxième, aussi assez récent également, c'est l'avis de la Cour internationale de justice sur le mur qui a été construit par Israël pour séparer les territoires occupés en tout cas et pour protéger les colonies. Ça, c'est aussi un élément qui n'a jamais été appliqué. Et ça, c'est particulièrement significatif concernant Israël. Et puis, dernier élément sur lequel je termine, c'est la schizophrénie particulièrement de l'Europe, de l'Union européenne. L'Union européenne, pendant longtemps, donc
ne reprocher rien sur le plan effectif à Israël, mais aider les Palestiniens. Et donc ça, c'était une manière de reconnaître, donc, en tout cas, les actes, en tout cas, de laisser faire Israël. Et je prends pour exemple, pendant les années, à la fin des années 90, au début des années 2000, souvent, enfin Israël, intervenait pour détruire les infrastructures qui ont été faites par les Palestiniens avec l'aide de l'Union européenne. Et l'Union européenne a rarement protesté de manière véhémente contre ça. Et donc c'est une forme de schizophrénie. Donc on laisse faire Israël et on essaie de soutenir les Palestiniens. Mais ces derniers temps, ce n'est même pas ça. Le soutien diminue de plus en plus. Alors avec cette dernière décision, effectivement, on assiste peut-être à une nouvelle période. J'espère que ça va continuer. Maintenant, je voudrais juste revenir sur la question de la dernière décision de l'Union européenne. C'est très rapidement, mais c'est très important, parce que quelqu'un a dit qu'elle n'était pas optimiste sur l'application, c'est vous, madame, de Nîmes, qui avait dit qu'elle n'était pas optimiste sur ça. Je crois qu'il ne faut pas le voir comme ça. Qu'est-ce qu'elle dit, en clair, qu'est-ce qu'a dit l'Union européenne? Elle a dit qu'elle s'inscrivait dans le respect du droit international. Et ça, c'est fondamental. C'est ce qui nous permet, même si on peut dire, il y a eu, on le sait, tout ce que vous dites, on le sait, tout ce que vous pensez, là je vois sur votre visage, on le sait, il n'y a qu'à se souvenir des résolutions du Conseil de sécurité, des résolutions de l'Assemblée générale, on le sait tout cela. N'empêche que là, elle vient de dire, elle vient de nous donner à nous des arguments pour en permanence lui rappeler qu'elle a pris un engagement en 2013 d'arrêter, d'interdire l'expansion des colonies, etc., etc. C'est ce qui s'est passé déjà avec 2004, avec l'avis de la CIJ sur le mur qui a été déclaré illégal. Sauf que ça avait été cannabis alors que c'est contraignant. Oui, d'accord, mais n'empêche que c'est là-dessus aussi qu'on a pu bâtir un certain nombre d'argumentations et de discussions avec, quand on allait voir l'Union européenne, etc. Donc même s'il y a eu en 2002, effectivement, aussi c'était un avis de l'Union européenne pour la suspension de l'accord, sauf qu'ils nous ont tout de suite dit, ah mais de toute façon cet accord n'est pas, en 2002 ils nous ont dit que cet accord n'est pas applicable puisque il y avait un article qui précisait que lorsqu'un des partenaires à cet accord était menacé dans son droit, il pouvait alors cet accord pouvait ne pas être suspendu. Donc, et à ce moment-là, si vous vous souvenez, c'était à l'époque où il y avait eu des actes terroristes dans Jérusalem. Ils ont considéré donc que les Palestiniens violaient les droits des Israéliens et donc ils ont utilisé cela pour ne pas suspendre ces accords à l'égard d'Israël. Donc il faut voir aussi, le droit n'est qu'un moyen, le droit est une arme. Vraiment, c'est à nous de savoir de quelle arme nous voulons nous servir avec le droit. Ce n'est pas un moyen en soi. Si on applique les normes, nous sommes perdants. Si nous pensons que le droit, ça s'applique là, cet article-là s'applique, s'il ne s'applique pas, on est foutu, c'est faux. Ce qui fait avancer le monde, et ce qui a fait avancer le monde de droit international, c'est l'ensemble des jurisprudences. Et je pourrais vous en dire un paquet, par exemple, sur la... Oui, mais c'est ça qu'on a gagné. Et c'est ça qu'on doit gagner avec la Palestine. Merci, Mélanie.